Je l'ai baptisé la cathédrale. Et alors, vu l'énorme quantité des personnes assassinées, exécutées, je me suis dit, dans ce lieu, je crois qu'on pourrait élever de la montagne d'ossements de tous ces morts, on pouvait tout simplement bâtir toute une vaste cathédrale. Alors, sous la couverture de la cathédrale, j'ai trouvé au moins un terme qui me mettait plus ou moins à l'abri des représailles des commandants, des généraux, auxquels j'avais attribué des titres, soit de recteur pour le général, commandant du camp, ou plutôt de l'état-major, le titre de vicaire pour le S2 chargé de la sécurité, qui organisait les assassinats en série, etc. Voilà. Sous l'étiquette la cathédrale, je trouvais aussi une possibilité de me cacher tout en publiant mes textes dans un style quasi fermé, mais au moins ouvert à moi. Avec notre invité, nous allons analyser ces poèmes et les inscrire dans leur contexte, car ces textes semblent renfermer plusieurs messages codés. À tout de suite. Le poème intitulé La cathédrale, il est beaucoup plus explicite sur l'écriture que j'ai sortie. La cathédrale. J'écris à l'encre rouge. Mon encrier est plein de sang. Irrévocable mais sauvage, la brutalité vécue. La réalité infernale de la cathédrale impose de bruter cru les événements. Certes, moi, comme la chèvre, je les rumine en dehors du contexte seulement pour attester après coup l'évidence carnassière de leur occurrence. La blessure ouverte dans mon cœur est profonde. Elle saigne encore. Mon témoignage traduit ici la sincérité de la révolte. Ce cri saisi sur le vif. La plume me soignait, en même temps exorcisait ma douleur. Dans les cachots clandestins de l'armée, les poches sont irrémédiablement transparentes. Plus d'une fois, elles ont failli me perdre. Au cours de stations 1000 fois recommencées du chemin de croix, mon intime confidente a été la mémoire. Le brouillon et, à la fois, le propre de mon écriture mentale. Parfois, dans l'exceptionnelle pénombre de la cellule, je trouvais un rempart circonspect derrière la très respectée Bible aux yeux des criminels drôlement religieux. Le pieux prétexte, l'étude. Elle a servi de support matériel à l'écriture risquée. Moi, qui ne prie pas, qui ne fume pas. Quand ce fut possible, je glissais subrepticement dans l'ourlet de mon vêtement sale, infecté de punaises, des bouts d'emballage de cigarettes. Je les déroule simplement. Elles éclairent en journal sans date, au creux de la sombre fiction de la cathédrale pourtant si réelle. En gros, dans l'écriture de ce poème, je me suis
inspiré principalement d'un jeune garçon qui était entré dans le cachot et le jour qu'il y a été séquestré, et comme c'était la coutume, le cachot était en fait un lieu où la loi n'existait pas. En entrant dans le cachot, on vous reçoit avec des coups. Et le jeune homme, Chibalonza, réagissait à la manière d'un petit sauvage contre les muscles des commandos, des tigres, et il leur résistait, quoique tout petit. J'ai pris le risque de le défendre en plein cachot contre les autres bourreaux qui tenaient à le soumettre et à le rosser à mort parce qu'il était têtu. Cet enfant, qui était mineur, s'est lié à moi. Et c'est ce petit garçon qui était devenu mon confident. Chaque fois, le matin, quand il nous était donné l'ordre, comme j'avais évolué maintenant dans les cachots différents du cachot de condamné à mort, eh bien, il me disait, papa, ne sors pas, reste, tu sortiras avec moi pour aller aux toilettes. Alors je te montrerai quelque chose. Alors nous restions les derniers. Alors il ouvrait la porte et me montrait le sang maculant les murs. Et il me dit, ici nous avons tué autant. Ici nous avons tué autant. Ici c'était 400, c'était voilà ici le sang. Tous les murs. Voilà la raison pour laquelle on ne veut pas que la porte soit ouverte. Et si on ouvre la porte, on veille à ce qu'elle ne soit pas ouverte totalement, qu'il n'y ait pas de la lumière, parce que vous risquez de découvrir le sang. Alors c'est lui qui m'a initié à tous les crimes qui s'étaient pratiqués dans ce cachot 3 mois, 4 mois avant que j'entre. C'est ainsi que lui-même se qualifiait de cadavre debout. Dans l'ensemble de poèmes, chaque fois que je parle de fils, c'est toujours lui. En fait, ce poème tourne autour de Chibalonza. Un grain de riz tombe dans le cercueil. Le mort se lève et proclame « Je m'appelle cadavre debout. Couché, donc je suis mort. » Le voilà extrait d'un coffre arrière de voiture la nuit, debout. Les battants de fer se referment lourdement derrière lui. C'est un familier du cachot. L'enfant était parmi ceux qui gardaient les prisonniers à Kimbondo et il avait été arrêté. Pourquoi? Une nuit, il a fait comme ses supérieurs. Il a arrêté une voiture pour lui extorquer, de l'argent au chauffeur. Hélas, il se fit que c'était la voiture du S2, le commandant de la DEMIAP, donc de la sécurité militaire du camp Kokolo, pratiquement son chef. Et celui-ci a donné l'ordre au chauffeur de le mettre dans le coffre de la voiture et il a fermé. Que s'était-il passé? Chibalonza était de faction.
il gardait l'entrée du camp Kokolo. Mais alors, comme sur la route, un peu tard la nuit, vers 22 heures, les soldats se permettaient d'extorquer l'argent aux passants, aux véhicules, ils les arrêtaient et se faisaient payer. Hélas, Chibalonza a eu le malheur d'arrêter le véhicule du commandant. Et le commandant en avait plusieurs, parce qu'en fait, il s'était tapé les véhicules des mouvanciers. Le général Yav en avait au-delà d'une dizaine, des véhicules Mercedes, des gros cylindrés de toutes sortes. Et Joseph, lui, le chef d'état-major général, collectionnait la marque américaine Cherokee et les Jeeps Mercedes. D'ailleurs, je me souviens, il en avait arraché au général Yav parce qu'il considérait que la marque Cherokee et la marque Mercedes, Jeep, les 4x4, devaient lui revenir et de droit. Il les arrachait. Il savait très bien que les autres généraux aussi arrachés n'achetaient pas les véhicules. Ainsi, le S2 pouvait aussi changer des véhicules et Chibalonza a été surpris et il était jeté au cachot. Et c'est là qu'il a été un peu mon instructeur sur les différents crimes qui étaient commis au camp Kokolo en cartable. Me tenant par la main, l'enfant indique la vanité de la sagesse tirée de l'expérience. Il a plus beaucoup agi dans le monde que nul adulte ne l'a fait à son âge. Maintes fois, l'arme à la main, il a risqué sa vie. Un plumeau de perroquet lui échoua en couronne sur la tête, singularise sa bravoure guerrière et l'impressionne dans le miroir. Les yeux humectés, l'enfant ému troque le superbe panache contre la demande d'un cartable. J'ai trouvé un père. Je crois que c'est le plus beau poème écrit dans ce livre. Cet enfant qui avait été rejeté, battu dans le cachot, avait vu quelqu'un qui n'était pas soldat, qui n'avait que sa parole et la conviction pour contraindre les autres commandos qui tenaient absolument à le soumettre. Et, ayant vu quelqu'un avec détermination qui l'a défendu, eh bien, l'enfant m'a fait confiance et lui ayant expliqué les possibilités d'évoluer en dehors de la vie d'enfant soldat, il avait compris. Et surtout, qui m'avait dit, papa, j'ai tué tous ces gens sur ordre de ces chefs qui sont génocidaires. J'ai tué les victimes en les égorgeant avec mes dents. Comme ils étaient faibles, je les ai tués de toutes les manières possibles. Eh bien, j'ai décidé de cesser